Regarde bien ce verre d'eau posé sur la table. Pour toi, c'est juste de quoi te désaltérer, un geste anodin du quotidien, un besoin physiologique élémentaire. Pour l'individu qui partage ta vie et qui te bouffe l'existence, c'est une munition, un levier, un prétexte à l'exercice d'un pouvoir microscopique mais total. S'il voit que tu apprécies la fraîcheur de cette eau, il trouvera un moyen de te faire remarquer qu'elle est trop froide pour ta gorge fragile, ou que le verre est mal lavé et laisse des traces de calcaire qui témoignent de ta négligence domestique, ou encore que tu bois de manière égoïste sans lui en avoir proposé alors qu'il meurt de soif en silence depuis 1 heure. Ce n'est pas une maladresse, ce n'est pas un oubli de politesse. C'est une stratégie de sabotage systématique de ton plaisir, aussi infime soit-il. Cet être humain n'est pas simplement difficile, exigeant ou de mauvaise humeur. Il est habité par un vide si abyssal qu'il ne supporte pas de voir une étincelle de contentement chez l'autre. Chaque micro-joie que tu ressens est vécue par lui comme un vol, une ressource que tu lui dérobes, une insulte à sa propre insatisfaction chronique. Il veut que tu rejoignes son marasme, qu'il soit ton seul horizon, ton unique point de référence. Il veut que ton paysage intérieur devienne aussi aride, gris et stérile que le sien. Imagine un instant que tu te réveilles avec une nouvelle incroyable. Tu as décroché ce poste pour lequel tu as travaillé des mois, tu as enfin terminé ce projet créatif qui te tenait à cœur, ou tu as simplement passé une nuit paisible et tu te sens reposé. Tu rayonnes et cela se voit sur ton visage, dans ta démarche, dans le ton de ta voix. En face, la réaction ne sera jamais une accolade sincère ou un sourire partagé. Ce sera un soupir lourd de sens, une remarque acerbe sur une facture oubliée ou un rappel chirurgical d'une erreur que tu as commise il y a 3 ans. Ils agissent comme des régulateurs thermiques de ton âme. Dès que ta température de bonheur monte un peu trop, dès que tu commences à te sentir léger, ils balancent un seau de glace pour te ramener brutalement au niveau du sol, là où ils peuvent te piétiner. Ils ne supportent pas le contraste. Ta lumière souligne leur obscurité et pour eux, c'est une agression insupportable. Ils préfèrent te voir brisé, éteint, prostré, plutôt que de devoir affronter, ne serait-ce qu'une seconde, leur propre détresse intérieure et leur incapacité à générer de la joie par eux-mêmes. Si tu achètes une nouvelle robe dans laquelle tu te trouves belle, ils diront que la couleur te donne l'air fatigué. Si tu prépares un repas délicieux, ils souligneront qu'il y a un grain de sel de trop ou que la cuisson n'est pas comme celle de leur mère. Rien n'est jamais assez bon, car la perfection est une cible mouvante qu'ils déplacent à chaque fois que tu penses te l'avoir atteinte. As-tu déjà vécu ces joutes verbales épuisantes, ces salades de mots où le sujet initial disparaît en 30 secondes pour être remplacé par un fatras de reproches sans lien ? Tu commences par parler de l'organisation d'un week-end et tu finis par devoir te justifier sur ton comportement lors d'un mariage il y a 6 ans ou sur la façon dont tu as regardé un serveur au restaurant. C'est une technique de diversion délibérée pour t'épuiser, pour que tu perdes le fil de ta propre pensée et que tu finisses par t'excuser simplement pour que le bruit s'arrête. Ils ne cherchent pas à résoudre un conflit, ils cherchent à t'étourdir jusqu'à ce que tu abandonnes par pur épuisement nerveux. Ils utilisent le langage non pas pour communiquer, mais pour crypter la réalité, pour rendre chaque discussion si toxique que tu finis par ne plus oser aborder aucun sujet sérieux. Le silence devient alors ta seule armure, mais même ce silence, ils le retourneront contre toi en t'accusant d'être froide, distante ou méprisant. C'est un labyrinthe sans issue dont ils possèdent les plans et dont ils déplacent les cloisons à mesure que tu avances. On entend souvent dire que ces gens-là sont des prédateurs. C'est une image forte, mais la réalité est plus complexe et peut-être plus pathétique encore. Ce sont des mendiants affectifs qui se prennent pour des rois absolus. Ils ont besoin de ton attention, de ton énergie, de ta colère ou de tes larmes comme d'un carburant vital, mais ils méprisent profondément la pompe qui les alimente. C'est un paradoxe épuisant pour celui qui le subit. Ils ne peuvent pas se passer de toi, car sans ton regard, sans ta réaction, ils cessent littéralement d'exister psychologiquement, mais ils ne peuvent non pas te tolérer tel le que tu es, car ta vitalité les renvoie à leur propre mort clinique émotionnelle. Si tu es déjà sorti de cette emprise, tu connais cette sensation de vide sidéral quand le téléphone ne vibre plus, ce silence qui hurle. Mais tu connais aussi, au fond de tes tripes, ce soulagement immense de ne plus avoir à marcher sur des œufs, de ne plus avoir à calculer la trajectoire de tes mots avant de les prononcer, de ne plus avoir peur de poser un pied dans ton propre salon. C'est cette sensation de pouvoir enfin expirer tout l'air que tu retenais dans tes poumons depuis des mois, voire des années. Leur fonctionnement cérébral est une mécanique étrangère, un logiciel buggé dès l'origine, une architecture de la pensée où l'autre n'est qu'une variable d'ajustement.
Des chercheurs en neurosciences ont passé ces profils au scanner, observant les méandres de leur cortex préfrontal, cette zone qui gère normalement la capacité à se mettre à la place de l'autre, à ressentir la résonance émotionnelle, à éprouver de la compassion. Chez eux, les connexions sont différentes. Les circuits de l'empathie sont comme des routes barrées par des éboulements permanents. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas comprendre ta douleur, c'est que le logiciel ne s'exécute tout simplement pas. Ils voient tes larmes, et ils n'y voient qu'une tentative de manipulation de ta part ou une nuisance sonore insupportable qui interrompt leur monologue intérieur. Ils sont enfermés dans une forteresse de miroirs où chaque reflet ne leur renvoie que leur propre image, déformée par une insatisfaction chronique et une paranoïa latente. Pour eux, le monde extérieur n'est qu'un décor peuplé d'objets utilitaires. Tu es une cafetière. Tant que tu fournis le café chaud de l'attention, tu as ta place. Si tu tombes en panne ou si tu demandes à être entretenu, tu n'es plus qu'un déchet encombrant. Et que dire du future fucking, cette carotte qu'ils agitent sans cesse devant ton nez pour te maintenir dans l'attente? L'année prochaine, on achètera cette maison dont tu rêves. Dès que j'aurai fini ce projet stressant, je m'occuperai enfin plus de toi. On partira en voyage à l'autre bout du monde, promis, tout sera différent. Ce sont des chèques en bois émotionnel. Ils achètent de ton silence, ta patience et ton abnégation d'aujourd'hui avec une monnaie qui n'aura jamais cours demain. Ils se servent de tes espoirs les plus chers comme d'un anesthésiant pour te faire supporter un présent insupportable. C'est une promesse de paradis artificiel utilisée pour te maintenir enchaîné à leur enfer bien réel. Chaque fois que tu es sur le point de partir, ils sortent une nouvelle promesse, un nouveau projet, une nouvelle version d'eux-mêmes qui semble pendant quelques jours enfin correspondre à ce que tu attendais. C'est un mirage cruel qui s'évapore dès que tu as reposé tes valises. Quand tu t'éloignes, quand tu décides enfin que le rideau doit tomber sur cette mascarade, ils ne lâchent ni pas prise, par amour ou par regret. Ils lâchent prise comme un collectionneur perdrait une pièce rare ou un outil pratique. Certains d'entre eux gardent des trophées de leurs anciennes conquêtes, des reliques de leur domination passée. Un vieux pull, un bijou, une photo cachée au fond d'un tiroir numérique, un message vocal sauvegardé où l'on t'entend supplier ou pleurer. Ce ne sont pas des souvenirs tendres pour les soirs de nostalgie. Ce sont des preuves de conquête, des ancres émotionnelles qu'ils consultent pour se rassurer sur leur pouvoir de destruction passé quand leur proie actuelle ne leur donne plus assez de sang émotionnel. C'est une forme de comptabilité macabre où chaque personne brisée représente une victoire sur la vie, une validation de leur existence. Ils ne conservent pas l'humain, ils conservent le scalp de l'ego qu'ils ont réussi à dompter. Ils aiment se repasser le film de ta chute pour se convaincre qu'ils sont encore les maîtres du jeu, même dans le vide de leur chambre. Leur besoin de te voir malheureuse est une véritable addiction chimique, une dépendance à la souffrance d'autrui qui stimule leur circuit de la récompense. Chaque fois qu'ils parviennent à déclencher chez toi une crise de nerfs, une explication larmoyante qui dure jusqu'à 3 heures du matin, ou une justification sans fin pour un reproche imaginaire, ils reçoivent une dose massive de dopamine. Pour eux, ta souffrance est la preuve irréfutable de leur importance. Si tu pleures à cause d'eux, c'est qu'ils ont encore le contrôle total sur tes glandes lacrymales, sur ton rythme cardiaque, sur ton sommeil. Si tu es en colère, c'est qu'ils occupent encore tout l'espace dans ta tête, même quand ils sont absents. Le pire pour ces individus, ce n'est pas ta haine, ce n'est pas tes cris de fureur, c'est ton indifférence. Le jour où tu les regardes comme on regarde un étranger fatigué dans le métro, sans animosité mais sans le moindre intérêt, c'est là qu'ils perdent réellement la partie. C'est là qu'ils s'évaporent, car ils n'existent que par la réaction qu'ils suscitent. Sans ton miroir, ils sont invisibles à leurs propres yeux. Parlons de cette fameuse manœuvre de retour, ce que les psychologues appellent le hoovering ou l'aspiration. Tu as enfin réussi à mettre de la distance, à bloquer les accès, à réapprendre à respirer sans apnée. Et soudain, un message arrive, souvent au moment où tu commences à aller mieux, comme s'il possédait un radar pour détecter ta guérison naissante. J'ai vu ce film et j'ai pensé à toi. Ou alors, une urgence inventée de toutes pièces. Je ne trouve plus le contrat d'assurance, c'est grave, j'ai besoin de ton aide. Ils testent la solidité de ta clôture. Ils ne reviennent pas parce qu'ils ont changé, parce qu'ils ont eu une illumination spirituelle ou parce que tu leur manques. Ils reviennent parce que leur nouvelle source de ravitaillement est moins efficace que toi, parce qu'ils ont épuisé le stock ailleurs, ou simplement parce qu'ils s'ennuient et veulent vérifier s'ils peuvent encore actionner les leviers de ta culpabilité. C'est un jeu de pêche cruel où tu es à la fois l'appât, le poisson et le trophée. Ne mords pas à l'hameçon de la nostalgie factice. La ligne est coupée, laisse-la couler au fond de l'eau boueuse.
Dans les tribunaux, les cabinets de médiation ou les réunions de famille, ils sont les rois de la mise en scène des acteurs dignes des plus grands théâtres tragiques. Ils peuvent passer pour les victimes les plus pathétiques, les parents les plus dévoués ou les partenaires les plus incompris en un claquement de doigts. Ils utilisent des singes volants, des relais de manipulation, des gens de leur entourage qu'ils ont patiemment convaincus de ta folie, de ton instabilité ou de ta méchanceté. Ces complices involontaires deviennent les bras armés de leur vengeance silencieuse, venant te dire « tu devrais lui pardonner, il ou elle souffre tellement, tu es trop dur ou dur ». C'est une guerre de l'ombre où la vérité est la première victime, enterrée sous des couches de mensonges plausibles. Ils ne cherchent jamais une solution ou un compromis, ils cherchent une capitulation totale, une reddition sans condition où tu admets que tout était de ta faute, que ta perception était fausse et que leur cruauté n'était qu'une réponse légitime à tes manquements. La campagne de dénigrement est l'arme de destruction massive qu'ils déploient quand ils sentent que tu leur échappes vraiment. Ils commencent à distiller des doutes auprès de ton entourage bien avant la rupture officielle. Des petites phrases assassines dites sur un ton de fausse inquiétude. « Je m'inquiète pour elle, elle est tellement instable en ce moment. Il boit un peu trop, je ne sais plus quoi faire pour l'aider, il s'isole. » Ils préparent minutieusement le terrain pour que, le jour où tu auras enfin le courage de partir, personne ne te croie ou que tes appels au secours soient perçus comme des preuves de ton déséquilibre. Ils se présentent comme les martyrs d'une relation avec une personne difficile, folle ou abusive. C'est le coup de grâce social, une tentative de t'enterrer vivante sous le poids du jugement des autres, te privant de tes soutiens au moment où tu en as le plus besoin. C'est une inversion totale des rôles où le loup se drape dans une peau d'agneau ensanglantée pour désigner le berger comme le véritable monstre. Si tu as des enfants avec un tel individu, la donne change radicalement et devient un champ de mine quotidien, une guérilla psychologique où les otages le sont de ton propre sang. Tu ne peux pas disparaître totalement, le lien biologique et légal te force à maintenir une interface, une zone de contact radioactive. Il faut alors apprendre l'art de la parentalité parallèle. On oublie l'idée utopique de l'éducation commune et harmonieuse. On crée deux univers distincts, étanches. Tu ne communiques que sur le strict nécessaire avec la froideur d'un huissier de justice. L'heure du rendez-vous chez le dentiste, la pointure des chaussures, les dates des vacances scolaires, rien d'autre. Pas un mot sur ton week-end, pas une émotion partagée sur les progrès du petit dernier, pas une critique sur leur mode de vie chaotique. Tu deviens un mur de briques grises, lisse, sans prise, inintéressant au possible. C'est la technique de la roche grise. Ils finiront par chercher une proie plus réactive, plus vivante, à tourmenter, car le silence et la neutralité sont pour eux un poison violent qui les affame. Ils détestent l'ennui, et si tu ne leur fournis plus de drame, ils iront voir ailleurs si le spectacle est plus divertissant. Il arrive souvent que certains prétendent avoir eu une prise de conscience brutale. Ils disent qu'ils ont lu des livres, qu'ils ont compris leur schéma, qu'ils sont désormais éveillés ou qu'ils suivent une thérapie révolutionnaire avec un expert renommé. Méfie-toi de ces discours comme de la peste bubonique. Souvent, ce n'est qu'une nouvelle couche de vernis, plus sophistiquée, pour mieux dissimuler les mêmes mécanismes de contrôle. Un prédateur qui apprend le vocabulaire de la psychologie devient simplement un prédateur plus dangereux, capable de pathologiser tes réactions normales. Il utilisera tes propres besoins de clarté et de guérison contre toi. Il te dira que ta résistance à son retour est un signe de ton propre traumatisme non réglé ou de ton incapacité à pardonner. C'est une inversion des rôles d'une perversité absolue, où le bourreau se déguise en thérapeute pour mieux te réenchaîner. Il te dira « Je travaille sur mon ombre, pourquoi ne travailles-tu pas sur ta rancœur ?» C'est une manière de te remettre dans la position de l'élève fautif alors qu'il est le maître de la manipulation. Prenons l'exemple du gaslighting, cette technique de démolition mentale où il nie ta réalité jusqu'à ce que tu doutes de tes propres sens, de ta propre mémoire, de ton propre jugement. Tu te souviens de cette conversation où il t'a insulté moi avec une violence inouïe ? Ça n'est jamais arrivé, tu inventes, tu es paranoïaque, tu devrais consulter un psychiatre. Tu as vu ce message compromettant sur son téléphone ? Tu as mal lu ? C'était une blague entre collègues, tu es obsédé par le contrôle, tu es malade de jalousie. À force de répétition, ton cerveau commence à lâcher, à se fissurer. Tu finis par vérifier les dates, par enregistrer les conversations en secret pour te prouver que tu n'es pas fou/folle, par noter les événements dans un carnet caché. C'est exactement là qu'ils te veulent, dans un état de confusion permanente, incapable de te faire confiance. Quand tu ne peux plus te fier à tes propres souvenirs, tu deviens totalement dépendant de leur version de l'histoire. C'est une forme de colonisation mentale.
Ils s'installent dans ton crâne et réécrivent le dictionnaire de ta vie, changeant le sens des mots amour, respect et vérité. Et vérité. La réalité brutale est que leur enfer est intérieur et perpétuel. Ils sont condamnés à errer dans une existence où rien n'est jamais assez, où personne n'est jamais assez bien et où le bonheur est une terre étrangère qu'ils ne feront que piller sans jamais pouvoir s'y installer. Ton salut ne viendra jamais de leur changement, car on ne demande pas à un désert de devenir une forêt tropicale par simple volonté. Ton salut vient de ta capacité à reprendre tes billes, à ramasser les morceaux de ton estime de soi et à quitter définitivement la table de jeu. Tu as le droit d'être heureuse, tu as le droit de rire aux éclats pour une bêtise, tu as le droit de réussir, même si cela les rend furieux. Surtout si cela les rend furieux. Leur colère est de la boussole qui indique que tu es sur le chemin de la liberté. Chaque fois qu'ils s'énervent, parce que tu vas bien, c'est une médaille que tu devrais porter fièrement. C'est la preuve que tu n'es plus sous leur contrôle. Pour avancer concrètement, commence par couper tous les canaux d'information, même les plus indirects, même ceux qui te semblent inoffensifs. On appelle cela le no contact radical. Arrête de surveiller leurs publications éphémères sur les réseaux sociaux, ces mises en scène de leur prétendue nouvelle vie parfaite où ils semblent avoir tout ce qu'ils te refusaient. Arrête de demander comment elle va à des connaissances communes qui se feront un plaisir de lui rapporter ton intérêt. Chaque information que tu récupères, même négative, est un fil de soie invisible qui te maintient attaché à leur toile. En vidant ton esprit de leur présence numérique, sociale et visuelle, tu libères des gigaoctets d'espace mental pour ta propre reconstruction. C'est un acte de salubrité mentale immédiat, une détoxification nécessaire pour que tes circuits neuronaux cessent de vibrer à leur fréquence toxique. Il faut que leur nom devienne un mot vide de sens, une simple suite de lettres sans charge électrique. Ensuite, entraîne-toi à la réponse différée dans tous les domaines de ta vie, une sorte de zone tampon entre le stimulus et la réaction. Si tu dois absolument interagir avec cet individu pour des raisons administratives ou parentales, ne réponds jamais, au grand jamais, du tac au tac. Laisse passer 1 heure, 2 heures, une journée entière. En brisant le rythme de l'immédiateté qu'ils essaient de t'imposer, tu reprends le contrôle du tempo de l'échange. Tu sors du mode réactionnel, où ils sont maîtres, car ils savent exactement quel bouton presser pour te faire exploser, pour entrer dans le mode décisionnel, où tu es souverain. Cela réduit considérablement leur capacité à te déstabiliser par l'urgence factice ou l'agression verbale. Tu deviens un sujet qui décide, et non plus un objet qui subit. Tu verras que souvent, l'urgence qu'ils invoquaient disparaît d'elle-même quand ils voient qu'elle n'a plus de prise sur toi. Consacre ensuite ton temps et ton énergie à une activité qui n'a absolument aucun lien, même lointain, avec ton passé avec eux. Apprends une langue complexe comme le japonais, lance-toi dans la menuiserie ou commence un sport de combat exigeant qui te force à être présent dans ton corps. L'objectif n'est pas seulement de t'occuper l'esprit, mais de créer physiquement de nouveaux circuits neuronaux, de te prouver par l'action que tu es capable de bâtir quelque chose de neuf, de solide, sur un terrain vierge où ils n'ont jamais mis les pieds et où ils n'ont aucun code. C'est une manière de te réapproprier ton identité, de la redéfinir en dehors du prisme déformant de la relation toxique. Tu n'es pas l'ex de... Tu es la personne qui apprend à sculpter le bois, à maîtriser un kata ou à déchiffrer des kanji. C'est une renaissance par la compétence et la passion. Enfin, entoure-toi exclusivement de personnes qui pratiquent la réciprocité authentique, ces gens qui ne comptent pas les points, mais qui savent donner et recevoir avec fluidité. Observe avec une attention chirurgicale comment tes amis ou tes nouveaux proches réagissent à tes succès, même les plus petits. Si tu sens une pointe de jalousie, un désir de minimiser tes victoires ou un changement de sujet trop rapide, prends tes distances. Après une telle épreuve, ton système immunitaire émotionnel est affaibli. Il est en convalescence. Tu as besoin d'un cercle de sécurité absolue. Un safe space où l'empathie n'est pas un concept marketing mais une réalité quotidienne. La guérison profonde passe par le contact prolongé avec des systèmes humains sains qui fonctionnent sur le don, l'échange et la célébration de l'autre, et non sur la prédation, le calcul et l'humiliation. Tu dois réapprendre ce qu'est une relation normale, un endroit où l'on se sent en sécurité, pas un champ de bataille. Regarde les dégâts physiques que cette relation a causés, car le corps est le greffier de nos souffrances invisibles.
On parle souvent du mental, mais le corps ne ment jamais, il encaisse et il archive. Les tensions chroniques dans la mâchoire, à force de serrer les dents, les insomnies où le cerveau mouline à vide, les problèmes digestifs inexpliqués, cette fatigue de plomb qui ne part pas même après 10 heures de sommeil. Parfois, cela va plus loin. Des poussées de maladies auto-immunes, des douleurs dorsales qui te clouent au sol, des migraines qui t'aveuglent. C'est ton organisme qui criait « danger ». Pendant que ton cerveau essayait encore de trouver des excuses à l'inexcusable, de rationaliser l'irrationnel. En t'éloignant, tu ne sauves pas seulement ton esprit, tu sauves ta santé physique, tu sauves tes années à venir. Tu verras, après quelques mois de silence radio, tes traits se détendre, ton regard s'éclaircir, ta peau retrouver de l'éclat. C'est le processus de dépossession. Tu te réappropries ton propre corps, cette enveloppe que l'autre considérait comme sa propriété exclusive, un réceptacle pour ses frustrations et ses colères. Il y a aussi cette tactique subtile et dévastatrice de l'isolement social, une mise en quarantaine orchestrée avec une précision d'orfèvre. As-tu remarqué comment petit à petit tes amis les plus proches ont disparu de ton radar, comment elle a réussi à te faire croire que ta famille était toxique, que tes collègues te jalousaient, que personne ne te comprenait vraiment, à part lui/elle, c'est la technique de la terre brûlée. En coupant tes soutiens, il s'assure que tu n'as plus d'autre miroir que le leur, plus d'autre source de validation que leur approbation capricieuse. Il crée une dépendance artificielle, une prison sans barreaux, où ils sont à la fois le geôlier et le seul visiteur autorisé. Pour te reconstruire, tu vas devoir reprendre contact avec ceux que tu as délaissés. Non pas pour t'excuser de les avoir oubliés, mais pour leur dire la vérité nue. J'étais sous emprise, j'étais dans le brouillard, j'étais en mode survie. Les vrais amis, ceux qui comptent, comprendront sans poser de questions et t'ouvriront les bras. Les autres n'étaient que des figurants dans le décor de ta vie passée. N'oublie jamais la phase de love bombing du début, cette lune de miel sous stéroïdes qui a servi de piège. Ce moment où tout était trop parfait, trop intense, trop rapide pour être honnête. Elle était ton âme sœur, elle aimait tout ce que tu aimais, elle te couvrait de compliments, de cadeaux et de projets d'avenir grandioses dès la première semaine. C'était l'appât, le sucre avant le poison. Un être humain sain ne s'investit pas de manière aussi totale et théâtrale en si peu de temps. C'était une étude de marché. Elle a scanné tes failles, tes manques, tes désirs les plus profonds pour devenir exactement le personnage dont tu avais désespérément besoin. Une fois que l'hameçon a été bien ancré dans ta chair, le masque a commencé à se fissurer, laissant apparaître le visage de la dévaluation. C'est ce contraste entre l'ange du début et le démon du quotidien qui te rend accro. Tu passes ton temps à essayer de retrouver la personne merveilleuse des premières semaines, pensant que c'est elle, la vraie c'était qui la fritille. Personnalité. Mais cette personne n'a jamais existé. C'était un costume de scène, une illusion d'optique conçue pour te capturer. Leur gestion de l'argent est aussi un indicateur puissant de leur pathologie, un outil de contrôle financier souvent sous-estimé. Souvent, ils utilisent les finances comme une laisse plus ou moins courte. Soit ils sont d'une avarice maladive envers toi, comptant chaque centime et te demandant des comptes pour une baguette de pain tout en dépensant sans compter pour leur propre image ou leur propre plaisir. Soit ils te rendent financièrement dépendant en t'encourageant à quitter ton travail ou en fusionnant les comptes de manière opaque pour que partir devienne une impossibilité matérielle, un suicide économique. Ils peuvent aussi oublier de payer leur part des charges, te laissant porter seul le fardeau des responsabilités tout en critiquant ta gestion du budget. L'argent, pour eux, n'est pas un moyen d'échange ou de sécurité. C'est un outil de pouvoir, un moyen de te maintenir dans un état de précarité et d'insécurité permanente. Reprendre son autonomie financière, même avec de petits moyens, même en ouvrant un compte secret, c'est commencer à scier les barreaux de sa cellule de l'intérieur. On arrive à un point crucial de notre discussion, le moment de la rupture épistémologique. Est-ce que tu as déjà remarqué ce moment précis où, après une énième dispute absurde sur la façon dont tu as rangé les courses ou sur un ton de voix qui elle a jugé irrespectueux, tu as senti quelque chose se briser définitivement en toi? Ce n'était pas une nouvelle blessure, c'était une déconnexion salvatrice, comme un disjoncteur qui saute pour éviter l'incendie total de la maison. Ce moment de lassitude infinie où tu as compris, au plus profond de tes cellules, que tu parlais à un mur qui prenait un plaisir sadique à te voir t'époumoner, à te voir essayer d'expliquer l'évidence, à te voir t'épuiser en justifications inutiles.
Raconte-moi dans le secret de ta réflexion quel a été l'élément déclencheur. Ce petit détail insignifiant, une phrase de trop, un regard méprisant devant un inconnu qui t'a fait honte, ou simplement le silence de trop un soir de détresse où tu avais besoin d'une main sur l'épaule et où tu n'as trouvé qu'un dos tourné. C'est ce moment-là qui t'a fait dire « c'est fini, je ne donnerai plus une seule goutte de mon existence, de mon temps, de ma salive, à ce gouffre sans fond ». Le chemin vers la liberté est sinueux, parsemé de rechutes, de doutes et de moments de faiblesse. Il y aura des soirs où la solitude te paraîtra plus effrayante que la tyrannie, où ton cerveau ne te montrera que les bons souvenirs, ces rares moments de répit qu'il te jetait comme des miettes à un chien affamé. C'est le fameux tri sélectif de la nostalgie, un mécanisme de défense qui tente d'atténuer la douleur. Dans ces moments-là, sort ta liste, la liste noire, celle de toutes les horreurs, de toutes les humiliations, de toutes les fois où tu as pleuré seul, dans la salle de bain, en étouffant tes sanglots avec une serviette pour ne pas déclencher une autre crise de fureur. Relis cette liste jusqu'à ce que la nausée revienne, jusqu'à ce que l'envie de décrocher ton téléphone disparaisse. Tu n'es pas responsable de la structure mentale défaillante de l'autre, ni de son incapacité chronique à aimer, à respecter ou à simplement être humain. Ta seule et unique mission sur cette terre, à partir de maintenant, c'est de protéger la petite flamme qui te reste et de la nourrir, jour après jour, avec de la bienveillance envers toi-même, jusqu'à ce qu'elle redevienne un brasier qui éclaire à nouveau tout ton horizon. Imagine ta vie dans 2 ans, projette-toi dans ce futur possible. Une vie où tu rentres chez toi et où l'air est léger sans cette électricité statique qui annonce l'orage. Une vie où tu peux renverser un verre sans que cela devienne un drame national ou une preuve de ton incompétence notoire. Une vie où tu peux rire avec un des amigos au téléphone sans avoir à te justifier pendant 3 heures sur l'identité de ton interlocuteur ou le contenu de la conversation. Cette vie existe, elle n'est pas un mirage, elle est juste de l'autre côté de ton courage, de l'autre côté de cette porte que tu hésites encore à fermer à double tour. Le prix à payer est élevé, c'est le prix de la rupture, du deuil d'une illusion, de la confrontation avec la solitude initiale. Mais le gain est inestimable, c'est toi. Tu te retrouves enfin, tel le que tu étais avant que l'on ne tente de te formater. Tu n'es plus une extension de leurs besoins, tu n'es plus un miroir pour leur ego boursouflé. Tu es un être humain complet, souverain, avec ses failles, certes, mais avec une capacité de joie que personne ne pourra plus jamais réguler à sa guise. Si ces réflexions, ces mots posés sur tes mots, t'ont permis de mettre de la clarté là où il n'y avait que du brouillard épais, laisse un signe de ton passage, un jalon sur ton chemin. Non pas pour eux, ils ne méritent pas ton attention, mais pour toi, pour marquer symboliquement le début de ta nouvelle chronologie personnelle. L'ère de la survie, de l'apnée et de la peur est terminée, l'ère de la vie, de la respiration et de la dignité commence. Regarde à nouveau ce verre d'eau sur la table. Bois-le lentement, savoure sa fraîcheur dans ta gorge, ressens l'hydratation qui gagne tes cellules. C'est ton eau, c'est ton plaisir simple, et personne, absolument personne, n'a plus le droit de venir y déposer une goutte de poison, une critique ou un reproche. Tu es le gardien de ta propre paix, le capitaine de ton âme. Ne laisse plus jamais personne s'asseoir sur le trône de ton esprit sans y avoir été invité par ta confiance durement gagnée. Une confiance qui se mérite par des actes de respect constant et non par des promesses en l'air ou des larmes de crocodile. Ta reconstruction est le plus beau des camouflets, la plus cinglante des vengeances que tu puisses leur infliger. Brille de toutes tes forces, non pas pour les éblouir ou les narguer, mais parce que c'est ta nature profonde, une nature lumineuse qu'ils ont désespérément tenté d'étouffer sous leur chape de plomb, mais qu'ils n'ont jamais pu totalement éteindre. Tu es vivant et c'est là leur plus grande défaite. Pense à toutes ces fois où tu as dû t'excuser pour des choses que tu n'avais pas faites ou pour des sentiments que tu avais le droit d'éprouver. Pense à cette fatigue morale qui te donnait l'impression d'avoir 100 ans. Tout cela s'évapore avec le temps et la distance. La plasticité de ton cerveau est ton allié. Il va se réparer, il va recréer des connexions liées au plaisir et à la sécurité. Un jour prochain, tu repenseras à cette période comme on repense à un mauvais rêve, avec un frisson de soulagement d'être enfin réveillé. Tu découvriras que le monde est vaste, qu'il est rempli de gens doux, de gens drôles, de gens qui ne cherchent pas à te briser pour se sentir grand. Tu apprendras à savourer le silence non plus comme une menace, mais comme une bénédiction. Tu apprendras à t'aimer à nouveau sans avoir besoin de passer par le filtre déformant d'un regard malveillant. C'est un voyage long, parfois douloureux, mais c'est le seul qui vaille la peine d'être entrepris. Celui qui te ramène à la maison, à l'intérieur de toi-même. Ne te retourne pas, le passé est une terre brûlée.
Regarde devant, là où l'herbe commence à repousser, là où tu vas enfin pouvoir planter tes propres fleurs, à ton rythme, selon tes propres couleurs. Ta liberté n'a pas de prix et elle commence exactement ici, maintenant, dans ce souffle que tu viens de prendre. Chaque seconde loin de leur emprise est une victoire, chaque sourire retrouvé est un trophée. Tu as survécu à l'hiver émotionnel, le printemps est à toi, il est temps de comprendre que tu n'as jamais été le problème. Tu n'étais que le réceptacle de leur propre haine d'eux-mêmes. En te libérant, tu brises une chaîne de souffrance qui remonte peut-être à des générations. Tu choisis la vie, la vraie, celle qui n'a pas besoin de rabaisser l'autre pour exister. Respire. La route est libre, le ciel s'éclaircit. Tu es enfin chez toi, dans ton propre cœur, et personne n'a plus les clés de ta demeure intérieure. C'est ici que commence ton véritable voyage, celui de la redécouverte de ta propre lumière, une lumière que personne ne pourra plus jamais ternir. Tu es libre, entends-tu ce mot ? Libre, de penser, d'aimer, de rire, de pleurer, de vivre sans permission, c'est ton héritage, reprends-le. Chaque pas que tu fais maintenant est un pas vers la paix. Ne regarde plus en arrière, il n'y a plus rien pour toi là-bas, seulement des ombres et des échos de douleurs passées. Ton avenir est une page blanche et c'est toi et toi seul qui tiens la plume. Écris une histoire magnifique, une histoire de résilience, de force et de joie retrouvée. Tu le mérites plus que tout au monde.